Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage extraordinaire pour découvrir les révélations choquantes faites par Rick Harrison et Mike Wolff sur la mort mystérieuse de Frank Fritz. De sombres secrets, des vérités cachées et des détails inouïs sont sur le point de faire surface. Des vérités si troublantes que vous ne pourrez pas détourner le regard. Ne manquez pas une seule seconde. Pour la première fois, Rick Harrison et Mike Wolff brisent le silence et révèlent ce qui s'est réellement passé. Les chuchotements et les rumeurs sont-ils vrais? Quels secrets ont été enfouis pendant tout ce temps? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité pièce par pièce et révéler des détails que le monde n'a jamais entendus auparavant. Si cette histoire vous intrigue, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Laissez un commentaire, tapez 0 si vous pensez que d'autres secrets sont encore cachés, ou 1 si vous pensez que toute la vérité est enfin révélée. Merci d'être ici avec nous. Cela n'aurait jamais dû se produire, ni sous l'œil des caméras, ni dans une salle d'audience où la réalité est plus profonde que n'importe quel feuilleton télévisé. Pendant plus de 10 ans, Rick Harrison et Mike Wolff ont été des noms connus, des symboles de la nostalgie américaine, des chasseurs de trésors qui donnaient vie à des antiquités poussiéreuses et à des reliques oubliées. Ils riaient, négociaient et découvraient l'histoire dans les granges et les marchés de tout le pays. Mais il y a quelques jours, tout a changé. Les hommes qui chassaient les reliques du passé sont soudain entrés dans l'histoire pour des raisons plus sombres que quiconque ne pourrait l'imaginer. À exactement 10h43 dans une salle d'audience bondée du Nevada, le silence a volé en éclats. Ce n'était pas le marteau d'un juge, ce n'était pas l'objection d'un avocat. C'étaient deux voix tremblantes, Rick et Mike, qui confessaient des mots que personne ne s'attendait à entendre. Pas de scénario, pas de mise en scène, juste la vérité brute non filtrée brisant des années de silence. Nous l'avons fait ensemble. L'aveu a fait l'effet d'un tremblement de terre dans la salle d'audience puis dans le monde entier. Rick Harrison, le prêteur sur gage à l'esprit vif dont le sourire commercial est entré dans l'histoire de la télévision. Mike Wolff, un cueilleur robuste qui a l'œil pour les trésors oubliés et le cœur pour les histoires. Aimés par des millions de personnes, ils étaient plus que des stars de la télévision. Mais à ce moment-là, ils sont devenus quelque chose de tout à fait différent. Une vidéo virale de la salle d'audience a filmé leur aveu commun de l'un des crimes les plus choquants de la décennie, la mort de Frank Fritz. Ce ne sont pas seulement les aveux qui ont stupéfié la nation, mais la manière dont ils se sont déroulés. Aucun avocat ne les a protégés. Pas de plaidoyer pour le silence. Juste deux hommes croulant sous le poids de leurs secrets. La voix de Rick s'est brisée au milieu de la phrase. Mike fixe le sol en murmurant « C'était notre frère, mais nous n'en pouvions plus. » Les journalistes griffonnent furieusement, tandis que les mots résonnent dans l'hémicycle. « Nous ne voulions pas le tuer, mais nous l'avons fait. » Et c'est ainsi que la façade s'est effondrée. Des millions de fans qui ont grandi en regardant Pawn Stars et American Pickers sont restés abasourdis, leur foi dans le duo s'est effondrée. Les rires, les poignées de main, les histoires ont tous été remplacés par une confession obsédante qui redéfinira à jamais leur héritage. Ils n'étaient plus de simples personnalités de la télé-réalité. Ils sont désormais les principaux suspects de la mort de l'homme qu'ils appelaient autrefois leur ami. Mais cela n'est pas arrivé tout d'un coup, pas vraiment. Depuis longtemps, les forums de fans et les titres des tabloïds se font l'écho de tensions entre Frank et d'autres personnes. Des prises de bec hors caméra, des querelles discrètes, des affaires ratées, et puis l'événement le plus obsédant. Frank Fritz a disparu de la scène publique sans explication. Pas de finale, pas de message d'adieu, tout simplement disparu. Les spéculations allaient bon train, maladie, retraite, ou quelque chose de plus grave. C'est alors qu'est apparue la fuite d'images, d'abord floue, partagée par un compte qui ne comptait aucun follower. Un clip montrait Rick levant les mains au tribunal, puis un autre montrant Mike tremblant, hochant la tête en signe d'assentiment. Et puis la phrase a explosé sur TikTok, Twitter et les chaînes d'information du câble en quelques minutes.
Nous avons tous les deux mis fin à sa vie. Il n'est pas nécessaire d'être un fan de télé-réalité pour ressentir le poids de ces mots. Il suffit d'être humain. Si vous vous sentez également concerné par cette mystérieuse histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains développements. Laissez un commentaire, le numéro 2. Si vous pensez que la vérité est plus profonde que ce que nous savons, ou le numéro 5 si vous pensez que tous les secrets seront révélés. Attendons de voir ce qui nous attend. Il s'en est suivi une tempête numérique. Les hashtags se sont répandus dans le monde entier. Les vidéos de réaction ont inondé YouTube. Des experts ont été invités sur CNN et même des animateurs de fin de soirée, habituellement prompts à la plaisanterie, ont fait des reportages sombres. Mais la salle d'audience n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début. Il y avait beaucoup plus. Dans cette vidéo, nous explorons tout cela, de l'ascension du trio à la célébrité en passant par les années de ressentiment silencieux et les événements choquants qui ont conduit aux derniers instants de Frank. Vous verrez ce que les enquêteurs ont découvert, ce que les témoins ont dit et ce que Rick et Mike ont avoué à huis clos avant que les caméras ne tournent. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire criminelle, c'est une histoire de trahison, de célébrité, de cupidité, de silence et de la façon dont tout s'écroule lorsque les lumières s'allument et que la vérité ne peut plus se cacher derrière des sourires mis en scène. Demandez-vous ce qui peut pousser deux hommes qui ont tout eu la gloire, la fortune, l'héritage à entrer dans une salle d'audience et à tout balancer en 8 mots. La salle d'audience était pleine à craquer, mais on avait l'impression d'être dans le vide. Une atmosphère lourde plane dans l'air que personne ne peut voir, mais que tout le monde peut sentir. Les rangées sont remplies de journalistes, d'anciens collègues, de fans fidèles et de membres de la famille choqués. Leurs visages étaient pâles, figés par l'incrédulité et la peur. Certains se sont tournés les uns vers les autres pour trouver du réconfort. D'autres ont regardé droit devant eux, attendant que quelqu'un, n'importe qui, dise qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais il n'y a pas eu de réconfort, pas de moment d'humour, pas de moment de plaisanterie pour sauver la situation. Car ce que Rick Harrison et Mike Wolf viennent d'admettre ne peut être considéré comme un coup de relation publique ou une erreur de citation. Les mots n'ont pas été criés, n'ont pas été répétés et n'avaient pas besoin de l'être. La vérité était lourde et silencieuse. Même s'ils parlaient doucement, les mots résonnaient dans tous les coins de la salle d'audience et bien au-delà des murs. Je l'ai poussé en premier à chuchoter Rick. La réponse de Mike était à peine audible. Et je ne l'ai pas arrêté. C'est à ce moment-là que tout a basculé dans la salle. Le marteau du juge s'est abattu, mais le silence qui a suivi a résonné plus fort que tout le reste. Chacun dans la salle savait instinctivement que ce qu'il venait d'entendre était irrévocable. C'était plus qu'une crise émotionnelle, moins qu'une tactique de négociation. C'était une fissure dans le barrage qui avait retenu des années de ressentiment, de culpabilité et de secrets enfouis. Enfin, il s'est brisé. Ce qui a suivi n'était ni le chaos, ni les cris, ni la panique. C'était quelque chose de plus obsédant, l'acceptation. C'était comme si la foule comprenait que c'était réel, permanent, et que tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était d'en supporter le poids. À l'extérieur, le monde continue de tourner, mais dans cette salle d'audience, le temps s'est arrêté. Avant les aveux, tout le monde pensait connaître Rick et Mike. Ils étaient les stars de la télévision rude mais adorable, qui échangeaient de vieilles bicyclettes, des pompes à essence, des enseignes anciennes et de vieux jukebox contre de l'argent et des histoires. Frank était l'énergumène charmant, l'élément comique, le fil conducteur émotionnel qui rendait l'émission humaine. Ensemble, ils ont parcouru des milliers de kilomètres et touché des millions de téléspectateurs. Ils étaient censés rappeler à l'Amérique que l'histoire comptait, que chaque objet avait une histoire. Mais aujourd'hui, cette histoire a changé. Ce n'était plus une histoire de télévision, mais une histoire de crime. Et les téléspectateurs se sont posé la question qui en a empêché plus d'un de dormir. Comment avons-nous pu ne pas nous en apercevoir? Il y avait des signes, c'est certain. L'absence soudaine de Frank dans American Pickers a été attribuée à des problèmes de santé. Les luttes de plus en plus publiques de Rick
ont été considérées comme les difficultés liées à la célébrité. La gêne évidente de Mike lorsqu'il est interrogé sur Frank dans les interviews est souvent considérée comme un désir d'intimité. Mais aujourd'hui, en regardant chaque clip, chaque interaction, chaque remarque désinvolte, tout prend une teinte différente, plus sombre, plus pointue. Il ne s'agissait pas d'une folie soudaine ou d'une mauvaise décision. C'est quelque chose qui se préparait discrètement depuis des années. Ce qui n'était au départ qu'une rupture d'amitié s'est transformé en une rupture qui a déchiré la vie d'un homme et y a mis fin. Frank Fritz n'était pas étranger aux difficultés. Ses amis disent qu'il a lutté contre l'addiction, la dépression et les pressions de la célébrité. Il fait des allers-retours dans des établissements médicaux et des rumeurs sur son état mental circulent parmi les initiés de l'industrie. Mais contre toute attente, Frank a tenté de revenir sur le devant de la scène. Il avait des projets, voulait reprendre sa place à l'écran, voulait raconter sa propre histoire. Mais il n'en a jamais eu l'occasion. Ce qui s'est passé entre les trois hommes dans les mois qui ont précédé sa mort n'est pas clair. Mais les enquêteurs ont déclaré plus tard que Frank avait découvert quelque chose, une erreur financière, un secret enfoui, peut-être une trahison, qui faisait de lui un danger pour les autres. La confrontation est devenue inévitable à mesure que les égos s'enflaient et que la communication s'effondrait. Lorsque la vérité a finalement été révélée au public, elle n'est pas venue de la bouche de journalistes ou des résultats d'une enquête. Elle est venue directement de Rick et Mike, chacun avouant, chacun confirmant ce qui n'existait auparavant que dans l'ombre. Aucun détail n'a été éludé, aucun communiqué de presse n'a été publié pour atténuer l'impact. Il s'agit simplement d'une vidéo, d'un extrait brut et non retouché de la salle d'audience, partagée et repartagée, jusqu'à devenir la vidéo virale la plus regardée de la semaine. Certains ont dit que c'était le moment où la télé-réalité s'est vraiment confrontée à la réalité. D'autres ont simplement parlé de la chute de deux icônes américaines. Dans la suite de cette vidéo, nous allons décortiquer ce qui a conduit à cet aveu tragique. Nous allons décortiquer les relations brisées, les secrets qui couvaient et le moment où tout s'est effondré. Vous entendrez directement des témoins, verrez des preuves qui n'ont jamais été rendues publiques auparavant et découvrirez les efforts déployés par les enquêteurs pour reconstituer une histoire qui est plus choquante que la fiction. Car la mort de Frank Fritz n'est pas seulement une perte personnelle, mais une prise de conscience nationale, un rappel qu'aussi parfaite, que soit l'image aussi célèbre, que soit le visage, les ténèbres peuvent exister juste sous la surface, attendant leur heure. Si Rick et Mike n'avaient pas parlé, aurions-nous jamais connu la vérité? Frank n'était-il qu'une disparition tragique de plus? Ou pire, la vérité serait-elle morte avec lui? Préparez-vous, car tout ce que vous pensiez savoir sur ces hommes sera démantelé pièce par pièce, et à la fin de l'histoire, une chose deviendra d'une clarté effrayante. Frank n'est pas seulement parti, il a été effacé. Avant les aveux, avant les vidéos virales, avant que les gros titres ne crient au meurtre, il y avait une histoire d'amitié, de fraternité. Rick Harrison, Mike Wolf et Frank Fritz étaient plus que de simples partenaires commerciaux ou collègues de télévision. C'était un phénomène culturel. Pour comprendre comment tout s'est effondré, il faut remonter à l'époque où tout s'est mis en place. Tout a commencé par une passion commune, le plaisir de la chasse. Rick Harrison s'est taillé une place dans la culture pop avec Pawn Stars diffusée depuis 2009. L'émission tournée à Las Vegas est un mélange d'affaires, de leçons d'histoire et de comédie familiale. Les téléspectateurs sont attirés par l'esprit d'analyse de Rick, son humour pince sans rire et sa capacité à transformer un vieil objet en un sérieux profit. Rick est un négociateur, un sceptique, et peut repérer un faux en quelques secondes. Mike Wolf et Frank Fritz sont apparus à l'écran dans American Pickers en 2010. Alors que Rick chasse derrière le comptoir, Mike et Frank se rendent dans les fermes, les granges et les sous-sols de l'Amérique rurale. Ils n'achètent pas seulement des antiquités, ils sauvent des souvenirs. Si Rick a apporté le sens des affaires, Mike et Frank ont apporté le cœur. L'énergie et le charme de Mike, l'humour et la personnalité terre-à-terre de Frank forment un contraste parfait.
Ensemble, ils sont devenus des incontournables de la chaîne Histoire. Pendant un certain temps, tout était parfait. Pawn Stars et American Pickers sont devenus des éléments d'un empire télévisuel, les trois hommes n'étant pas seulement des vedettes, mais des symboles d'une Amérique nostalgique, un endroit où les vieilles choses ont de l'importance, où les histoires sont de la monnaie et où les poignées de main signifient quelque chose, mais la célébrité aidant des tensions apparaissent. Frank, bien qu'aimé de ses fans, se sentait parfois comme un figurant. Rick et Mike, deux fortes personnalités, gravitent naturellement l'un vers l'autre. Leur sens des affaires se rejoignait et leur vision de la croissance et de l'héritage était similaire. Frank, quant à lui, voulait simplement être sur la route, à la recherche de gens d'histoire. Il ne voulait pas de l'entreprise de l'image de marque des paillettes. Il voulait simplement être authentique, et cela avait parfois un prix. Selon certaines sources, la tension a commencé à monter au début des années 2010. De petites choses ont commencé à se produire. Frank a manqué un tournage promotionnel. Mike s'est rendu seul à des interviews. Rick aurait exclu Frank d'un projet commun. Les fissures se creusent au fur et à mesure que des problèmes personnels font surface. Frank s'est ouvert sur ses problèmes de santé, ses problèmes d'alcool et les effets des voyages incessants, mais au lieu de sympathie, il a été accueilli avec distance. Rick se concentre sur l'expansion de la marque. Mike était aux prises avec une vie personnelle marquée par un divorce et ses propres projets d'entreprise, et Frank semblait s'éloigner tant en public qu'en privé. En 2015, leur relation a commencé à changer de manière irrévocable derrière des portes closes. Les trois hommes se sont livrés à une guerre silencieuse à propos d'une affaire importante. Une collection de motos anciennes, d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. L'affaire n'a pas abouti, les poursuites judiciaires ont été évitées, mais les relations ont été endommagées. Selon un ancien cadre de la chaîne, ce fut un tournant. L'accord a transformé des amis en rivaux. Dès lors, leur relation est devenue transactionnelle. Les apparitions sont devenues des contrats, les sourires des scénarios, et derrière la caméra, ils ont cessé de se parler. Les fans, eux, ne s'en doutent pas. C'est le problème de la télé-réalité. Elle n'est souvent pas réelle. Au fur et à mesure qu'American Pickers se poursuivait, Mike a commencé à faire de plus en plus d'apparitions en solo. En 2020, Frank n'est plus présent régulièrement. Ses absences sont justifiées par de vagues excuses concernant des problèmes de santé et de convalescence. La vérité est plus douloureuse. Frank a été poussé vers la sortie non pas par des mots, mais par le silence. Il aurait demandé de l'aide à Rick, que ce soit sur le plan financier ou émotionnel, ou simplement par un coup de fil. Rick n'a pas répondu pas une seule fois. Selon les amis proches de Frank, c'est ce silence qui l'a dévasté, plus que la perte de revenus ou de contrats de spectacle. Il s'est senti écarté, oublié, remplacé. C'est alors que les rumeurs ont commencé. Frank a dit à un ami qu'il pensait qu'il se passait quelque chose, que Mike et Rick avaient travaillé dans son dos sur des transactions immobilières, le stockage d'antiquités et des partenariats qui avaient été promis à l'origine à tous les trois. Frank aurait eu des preuves, des documents, des courriels et des enregistrements qui auraient pu les exposer. Mais nous ne saurons probablement jamais si ces documents ont réellement existé ou s'ils n'étaient que les paroles désespérées d'un homme poussé à bout. Ce que nous savons, c'est que Frank a disparu de la scène publique. Pas d'interview, pas de médias sociaux, pas d'apparition. Sa dernière apparition publique a été une brève visite à une foire d'antiquités dans l'Iowa, où des témoins ont dit qu'il avait l'air maigre, calme et nerveux. Ensuite, rien. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la salle d'audience, lorsque Rick et Mike se sont tenus côte à côte, on regardait une nation qui retenait son souffle, et on dit ce que personne n'attendait. Nous sommes finis tous les deux. L'aveu a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Que voulait-il dire? Était-ce physique? Était-ce un abandon? L'avait-il planifié? Ou s'agissait-il simplement d'un moment de colère qui a dégénéré? Et pourquoi maintenant? Pourquoi parler après tant d'années de silence? Certains pensent que la culpabilité les a finalement rattrapés.
D'autres pensent qu'il s'agissait d'une stratégie juridique, d'une tentative de devancer une fuite inévitable. Mais la théorie la plus effrayante est la suivante. Rick et Mike sont sortis du placard non pas parce qu'ils avaient des remords, mais parce qu'ils s'étaient fait prendre. Quelle que soit la raison, les racines de cette tragédie ont été plantées pendant de nombreuses années, arrosées par l'ego fertilisé par la célébrité et laissées à l'abandon dans l'obscurité d'une trahison silencieuse. Ils étaient 3 hommes à partager un rêve, ils ne sont plus que 2, et l'un d'entre eux ne parlera plus jamais. La disparition de Frank Fritz ne s'est pas produite avec des feux d'artifice ou des flashs. Ce n'est pas un événement qui a fait immédiatement les gros titres ou qui a dominé l'actualité. Il s'est produit discrètement, étrangement, de manière presque invraisemblable. Un jour, il était là à la recherche d'antiquités dans des entrepôts et partageant des rires avec Mike Wolf dans American Pickers, et puis aussi soudainement que la poussière laissée sur un chemin de campagne, il a disparu. Dans un premier temps, personne n'a paniqué. La star a fait des allers-retours à l'antenne et les fans ont supposé qu'elle était en vacances ou qu'elle s'occupait d'affaires personnelles. L'explication officielle soigneusement rédigée et répétée parlait de problèmes de santé et de temps libre. La chaîne a publié un communiqué insipide exprimant son soutien à Frank et louant ses contributions à la série. Mike Wolf a publié un message soigneusement rédigé sur Instagram, remerciant Frank pour le voyage, mais notant également qu'ils allaient de l'avant. Cela semblait respectueux, mature, et concluant, mais en y regardant de plus près, des fissures dans le récit ont commencé à apparaître presque immédiatement. La chronologie commence à la fin de l'année 2019, lorsque Frank, qui avait fait plusieurs séjours en cure de désintoxication pour des problèmes liés à l'alcool, aurait été hospitalisé à la suite d'un problème de santé. Selon ses amis, Frank luttait non seulement contre une maladie physique, mais aussi contre la solitude, la dépression et un sentiment d'aliénation par rapport à l'émission qui avait été son salut. Au début de l'année 2020, juste avant que la pandémie ne s'étende au monde entier, Frank est retourné sur le plateau d'American Pickers, mais les personnes en coulisses ont remarqué quelque chose de différent. Il était plus calme, plus réservé. Des rumeurs ont commencé à circuler au sein de l'équipage. Frank luttait non seulement pour sa santé, mais aussi pour sa foi. Selon un assistant de production, Frank se demandait souvent pourquoi Mike et Rick passaient des marchés extérieurs sans lui en parler. Il se sentait exclu. L'assistant a déclaré que Frank avait l'impression que les murs se refermaient sur lui. À la mi-2020, Frank avait pratiquement disparu de la série. La raison invoquée était une opération du dos et une longue période de convalescence. Mais en réalité, des sources affirment que l'absence de Frank n'était pas seulement due à sa santé physique, mais aussi aux tensions qui s'étaient accumulées derrière les portes closes. Les appels sont restés sans réponse, les courriels ont été ignorés. Les anciens amis qui ont essayé de joindre Frank ont dit qu'il semblait distant, méfiant, comme s'il ne savait plus à qui faire confiance. Un ami proche a ensuite déclaré aux enquêteurs que Frank lui avait confié qu'il avait un grand secret et qu'il attendait le bon moment pour le révéler. Personne ne sait s'il s'agissait d'une déclaration authentique ou simplement des paroles désespérées d'un homme qui se sentait abandonné. Ce que nous savons, c'est que Frank a disparu de la scène publique. Il n'a pas fait d'autres apparitions publiques, n'a pas mis à jour les médias sociaux et n'a pas répondu aux appels. Même pour un homme connu pour sa vie privée, le silence était déconcertant. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2022 que des murmures ont commencé à émerger dans les coins les plus sombres de l'Internet. Des messages anonymes sur des forums suggèrent que quelque chose de terrible est arrivé à Frank. Certains disent qu'il a fui le pays, d'autres qu'il vit dans l'isolement effrayé par ses anciens amis. Certains ont même suggéré quelque chose de plus sombre, à savoir que Frank n'était pas parti de son plein gré. Les grands médias ont d'abord ignoré ces rumeurs. En l'absence de preuves concrètes, elles ont été facilement rejetées, comme des théories du complot. Dans les coulisses, cependant, un certain nombre de journalistes ont commencé à enquêter. L'une d'entre elles, une journaliste indépendante de l'Iowa, révélera plus tard qu'elle a suivi Frank pendant des mois et qu'elle a reconstitué une chronologie claire. Frank n'avait pas simplement quitté sa vie. Quelque chose ou quelqu'un l'en a chassé.
Au début de l'année 2023, des rapports de police ont discrètement rendu public le fait qu'un contrôle de santé avait été demandé au dernier domicile connu de Frank. Les agents ont trouvé la maison déserte poussiéreuse, avec des lettres non ouvertes, les lumières encore allumées, mais aucun signe de vie. Un chien aboyant dans la cour d'un voisin était le seul bruit dans la maison. Il y avait des signes d'un départ, précipiter une tasse de café à moitié pleine sur la table de la salle à manger, une valise emballée, mais non déballée, et peut-être le plus alarmant, un dossier ouvert sur le canapé du salon contenant des documents financiers et de la correspondance juridique. Les documents détaillent des transactions portant sur des ventes d'antiquités et des ventes immobilières et des partenariats privés entre Rick Harrison, Mike Wolfe et plusieurs tiers. Certains de ces documents montrent que Frank était privé des bénéfices qu'il avait contribué à générer. On ne sait pas s'il a découvert cette trahison avant de disparaître, ce qui reste l'un des mystères les plus terrifiants. Les enquêteurs ont révélé par la suite que dans les mois précédant sa disparition, Frank avait téléphoné à plusieurs reprises à des avocats spécialisés dans le domaine du divertissement. Il semblait rassembler des preuves, se préparer à riposter. Mais il n'a jamais intenté de procès, ne s'est jamais manifesté publiquement, n'en a jamais eu l'occasion. À la mi-2023, l'affaire a été classée sans suite. Aucune nouvelle piste, aucune déclaration officielle, juste une absence obsédante, là où il y avait une vie vibrante. C'est alors qu'est survenu le tournant décisif. Les premières fuites de vidéos sont apparues quelques secondes d'images du tribunal, montrant Rick Harrison ajustant sa cravate, regardant autour de lui, comme un homme pris au piège. Puis Mike Wolfe, assis raide à côté de lui, les mains crispées, jusqu'à en devenir blanches. Un faible extrait audio à peine audible, mais suffisant pour saisir les mots. « Frank, c'était un accident. Nous ne l'avons pas fait exprès. » Les inquiétudes se sont répandues sur l'Internet comme une traînée de poudre. Les fans ont exigé des réponses. Les réseaux médiatiques se sont empressés de couvrir les retombées. Sous la pression croissante de l'opinion publique, le tribunal a été contraint de confirmer qu'une enquête criminelle sur la mort de Frank Fritz était en cours et qu'elle se poursuivait depuis des mois en construisant discrètement un dossier dans les coulisses. Lorsque Rick et Mike ont finalement avoué, leur réaction a été dévastatrice. Selon eux, il ne s'agissait pas d'un meurtre prémédité, mais d'une méchante confrontation, d'une discussion animée sur des affaires, d'une bousculade, d'une chute, d'une décision de se cacher, plutôt que d'appeler à l'aide. Les détails restent flous, mais une chose est claire. Ils ont admis leur culpabilité sans contrainte. Ils ont parlé parce qu'au fond d'eux-mêmes, le poids de la vérité était devenu insupportable. La disparition de Frank n'est plus un mystère, mais une tragédie née de la trahison, de la peur et des recoins les plus sombres de l'ambition. Au fur et à mesure que la procédure se poursuit, de nouvelles vérités glaçantes apparaissent. Les vidéos de surveillance des rues voisines ont permis d'apercevoir la voiture de Rick et Mike devant la maison de Frank la nuit de sa disparition. Les relevés de téléphone portable montrent qu'ils étaient sur les lieux. Un voisin a signalé avoir vu d'étranges phares dans l'allée, puis le bruit d'un moteur qui monte en régime et disparaît dans la nuit. Peu à peu, les pièces du puzzle se sont mises en place, et à chaque fois le portrait qui s'est dessiné est devenu de plus en plus terrifiant. Frank Fritz n'a pas seulement laissé sa vie derrière lui, il a été dépouillé petit à petit, ami par ami, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Au fil des pages, nous découvrirons ce que les enquêteurs ont découvert après que le corps de Frank a finalement été retrouvé, ainsi que les preuves troublantes qui ont scellé le sort de Rick Harrison et Mike Wolfe aux yeux de la loi. Car il ne s'agit pas seulement d'une confession, mais d'une punition, et cela ne fait que commencer. Bien avant qu'un aveu ne soit chuchoté dans une salle d'audience feutrée, bien avant que les confessions choquantes de la vieille femme à l'égard de Rick Harrison et Mike Wolfe ne deviennent virales. La véritable histoire a commencé derrière des portes closes. L'histoire de la mort de Frank Fritz n'est pas née d'une seule tragédie, mais d'années de tensions, de trahisons, d'incompréhension et d'ambitions débridées. Pour les millions de téléspectateurs qui regardaient chaque semaine Rick marchandeur à Las Vegas, où Mike et Frank fouillaient les arrière-cours oubliés de l'Amérique, tout semblait être une machine bien huilée.
Mais en réalité, l'engrenage était en place depuis longtemps, et derrière chaque sourire se cachait un silence lourd de ressentiment. Les fissures n'ont pas commencé aussi ouvertement que la plupart des explosions. Elles ont commencé par de petites fissures des dîners silencieux qui devenaient gênants des réunions d'affaires, qui se terminaient prématurément des blagues qui n'étaient plus aussi drôles qu'elles l'étaient auparavant. Et il n'y avait pas que la relation. Chaque homme s'était discrètement éloigné de l'autre à sa manière. Commençons par Rick Harrison et Frank Fritz. Rick n'a jamais été officiellement impliqué dans American Pickers, mais les initiés du secteur savaient qu'il était profondément investi dans la construction d'un empire d'antiquité plus vaste. Alors que Pawn Stars se concentrait sur l'aspect commercial des objets historiques, Rick avait l'ambition de se lancer dans des émissions de découverte et des formats hybrides. Frank, quant à lui, était très vieux jeu. Il ne s'intéressait guère à la télé-réalité, à l'expansion ou à l'édification d'un empire que Rick et Mike avaient commencé à poursuivre. Il voulait voyager, parler à de vraies personnes, trouver de vraies histoires. Il a dit un jour à un ami, « Si ce n'est qu'une question d'argent, je me retire. » Malheureusement, l'argent est exactement ce qu'il est devenu. Des sources proches de la chaîne ont confirmé qu'il y avait eu plusieurs réunions de haut niveau autour de 2017, où Rick a lancé l'idée de combiner le modèle d'évaluation de Pawn Stars avec le format d'American Pickers sur la route. Frank était notamment absent de ces réunions, mais pas Mike Wolf. Les deux hommes auraient formulé une vision dans laquelle le rôle de Frank serait considérablement réduit, voire totalement éliminé. Personne ne peut dire avec certitude si Frank l'a entendu ou s'il l'a simplement ressenti, mais c'est à cette époque qu'il a commencé à se retirer d'abord sur le plan émotionnel, puis sur le plan professionnel. Frank a commencé à manquer des apparitions promotionnelles, aurait refusé de participer aux événements organisés à l'occasion de l'anniversaire de la station et s'est même retiré à la dernière minute d'une grande foire européenne des antiquités. Mike a tenté de minimiser la situation, affirmant que Frank se concentrait sur sa guérison et avait besoin d'espace, mais les proches de Frank soupçonnaient qu'il y avait quelque chose de plus profond, une amertume grandissante de s'être senti utilisé, abandonné et menti. Mike Wolf, quant à lui, menait son propre combat. Bien qu'il se soit toujours présenté comme un charognard facile à vivre, amateur de moto, avec un grand sourire et une passion pour la culture américaine en coulisses. Mike était de plus en plus obsédé par le contrôle de la marque. Il lance ses propres projets, développe une ligne de vêtements et commence à courtiser des investisseurs pour développer sa chaîne de magasins d'antiquités dans le Midwest. Tandis que Frank se retire des projecteurs, Mike s'y enfonce à son tour. Cependant, ce ne sont pas seulement les affaires qui les divisent, mais la confiance, ou plutôt sa lente érosion. Frank aurait découvert des courriels suspects, des contrats négociés sans sa participation, des campagnes promotionnelles ne présentant que l'image de Mike, ainsi qu'un important contrat publicitaire avec un antiquaire privé qui ignorait complètement Frank, malgré l'utilisation de son image. Lorsqu'il a été confronté à ces faits, Mike aurait déclaré qu'il s'agissait d'un oubli, mais Frank ne l'a pas cru, ce qui a constitué l'un des moments les plus cruciaux de l'affaire. Les coulisses se sont déroulées fin 2018, lors d'un tournage commun dans le Tennessee. L'équipe se souvient d'une atmosphère inhabituellement tendue. Frank est arrivé en retard, a à peine parlé à Mike entre les prises, et est parti sans dire au revoir. Plus tard, lorsque les producteurs ont revu les images, ils ont remarqué que presque toutes les scènes avaient dû être coupées à cause de la tension. Les bras croisés, les yeux froids, les réponses brèves. Peu de temps après, l'équipe a remarqué quelque chose d'autre. Les scènes de Frank étaient lentement, subtilement éliminées. Il disparaissait non seulement de l'écran, mais aussi du tissu, même de l'émission qu'il avait contribué à construire. Puis sont arrivées les retombées que personne n'a vues, parce qu'elles ne se sont pas produites devant les caméras. Selon un ancien producteur, Frank a organisé une réunion privée avec Rick et Mike au début de l'année 2019. Il voulait des réponses. Il voulait faire face à son malaise grandissant et mettre les choses au clair. Ce qui s'est passé lors de cette réunion reste un mystère,
Mais après cela, Frank n'était plus lui-même. Il avait l'air dévasté, se souvient le producteur. Pas en colère, mais brisé. Frank aurait dit à sa sœur, « Ils m'ont utilisé, ils ont eu ce qu'ils voulaient, et maintenant je suis un déchet. » Les choses se sont aggravées en 2020 cette année-là. Un entrepôt d'antiquités de grande valeur, situé à Des Moines, a été vendu dans le cadre d'une transaction négociée par Rick et Mike. L'entrepôt contenait de nombreux objets dont Frank pensait qu'ils lui appartenaient. Des objets de collection qu'il avait rassemblés, restaurés et stockés pendant des années. Lorsqu'il a appris la vente, il était furieux. Il a tenté d'intenter une action en justice, mais on lui a déconseillé de le faire. Les coûts seraient prohibitifs, et la charge de la preuve presque impossible à satisfaire sans des documents qui ont probablement déjà disparu. C'est là que la paranoïa commence à prendre racine. Frank commence à tout enregistrer, les appels téléphoniques, les courriels, et même les réunions en personne. Il commence à conserver des disques durs, des carnets de notes, des enregistrements vocaux, ses propres archives de la vérité. Il dit à un ami proche que s'ils essaient de m'éliminer complètement, j'aurai des preuves. Malheureusement, ces preuves ne seront jamais rendues publiques comme il l'aurait souhaité. Lorsque la pandémie a frappé en 2020, la production a été interrompue et Frank a officiellement quitté American Pickers. L'explication publique était la santé et le rétablissement, mais les initiés savaient mieux. Frank n'a pas été simplement poussé vers la sortie. Il a été mis sur liste noire. La chaîne l'a discrètement remplacé. Mike est passé à autre chose. Rick a gardé ses distances. Derrière les portes closes, la santé mentale de Frank se serait détériorée. L'isolement, la trahison et l'absence de solution l'ont plongé dans le désespoir. Il est devenu convaincu qu'il existait une conspiration plus vaste, visant à effacer son rôle dans l'histoire de la série. On peut se demander si cette conviction était fondée ou illusoire, mais ce qui est indéniable, c'est à quel point il la ressentait profondément. Au milieu de l'année 2021, Frank a tenté une dernière fois de se faire connaître. Il a appelé Mike directement et lui a laissé un message vocal. Le contenu de ce message vocal a ensuite été présenté comme preuve au tribunal. La voix de Frank y est rauque mais claire. « Je sais ce que tu as fait, je sais ce que Rick a fait. Et si tu penses que tu peux t'en sortir, tu te trompes. Je n'ai peur d'aucun d'entre vous. Vous voulez la guerre, très bien. Allons à la guerre. » Le message n'a jamais été retourné. 2 semaines plus tard, Frank Fritz disparaît. La guerre privée s'est transformée en quelque chose d'autre. Une tragédie silencieuse et irréversible née de la trahison et de l'endurcissement des égos. Plus de réunions, plus de négociations, plus de réconciliation, juste le silence. Et enfin, la culpabilité. Parce que la culpabilité ne frappe pas toujours fort. Parfois, il s'insinue lentement caché derrière les yeux en attente. C'est ce que les procureurs ont suggéré plus tard lorsqu'ils ont examiné l'état mental de Rick et Mike avant leurs aveux au tribunal. Ce n'était pas un moment de clarté, mais des années de lente décomposition émotionnelle, des années, à savoir ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient dissimulé et le prix qu'ils avaient payé. Lorsqu'ils ont fini par l'admettre, l'amitié était morte depuis longtemps. Mais la vérité était vivante et refusait d'être enterrée. Aucune caméra n'était autorisée dans la salle d'audience. Elle n'était pas censée ressembler à une exécution publique. Au départ, la procédure était scellée, cachée derrière des barrières juridiques et des couches de paperasserie à l'abri des regards du public. Le tribunal connaissait la gravité de l'affaire, la célébrité des personnes impliquées et le cirque médiatique qui s'ensuivrait si la moindre vidéo venait à être divulguée. Et pourtant, c'est arrivé comme c'est toujours le cas lorsque l'histoire est trop grande pour être contenue. Le premier clip est apparu discrètement, presque trop discrètement pour sa brutalité. Une vidéo tremblante et floue de 30 secondes postée anonymement sur un compte nouvellement créé, sans filigrane, sans légende, juste un horodatage, une date et une salle d'audience pleine à craquer. Rick Harrison est assis immobile, son célèbre crâne chauve, légèrement incliné, comme si le sol de la salle d'audience pouvait le protéger de la vérité qu'il ne peut plus cacher. Son visage habituellement si arrogant et calculateur était pâle, sa mâchoire serrée comme s'il essayait de contenir une douleur invisible. À ses côtés, Mike Wolf est assis raide, non pas calme,
mais figé. Ses mains étaient serrées si fort que ses jointures semblaient sur le point de se fendre. Ses yeux étaient baissés, ses épaules voûtées, comme un homme, essayant de se rétrécir jusqu'à ce qu'il disparaisse. La salle était silencieuse, à l'exception du bruit de quelqu'un qui se déplaçait dans la foule mal à l'aise. La voix du juge rompt la tension et demande aux accusés s'ils ont quelque chose à ajouter. Cette question a été presque ignorée une dernière formalité avant que le tribunal ne lève la séance pour la journée. Et puis Rick a parlé sans fanfare, sans vantardise, sa voix se brisant dès le premier mot, entre chuchotements et sanglots. Nous l'avons fait. Il n'y a pas eu de cri d'horreur de la part du public, pas de coups de marteau, juste un silence stupéfait, tandis que Rick s'étranglait en prononçant les mots qui allaient devenir tristement célèbres dans les heures qui suivraient. Nous y avons mis fin tous les deux. Mike a hoché la tête presque imperceptiblement, mais la caméra l'a filmé. Elle a tout filmé, la façon dont ses lèvres tremblaient, la façon dont son corps semblait s'effondrer sous le poids sinistre de sa confession. La vidéo s'est arrêtée là, mais cela a suffi. En quelques minutes, elle a été copiée, partagée et analysée. Les médias sociaux ont explosé, les rédacteurs en chef se sont empressés de confirmer l'authenticité de la vidéo. Les avocats ont débattu de la légalité de sa diffusion, mais rien de tout cela n'avait d'importance pour un public désespérément en quête de réponse. La vidéo était réelle, les aveux étaient réels, et les conséquences ont été immédiates. Les réseaux médiatiques ont coupé les liens, les contrats de parrainage se sont effondrés leurs visages, qui figuraient autrefois sur des produits dérivés des boîtes à lunch, des affiches et des objets de collection, ont été retirés des rayons des magasins du jour au lendemain. Une purge culturelle a commencé, comme si l'effacement de leurs images pouvait en quelque sorte effacer l'horreur de ce qui avait été révélé. La vidéo s'arrête là, mais cela suffit. En quelques minutes, elle a été copiée, partagée et analysée. Les médias sociaux ont explosé, les rédacteurs en chef se sont empressés de confirmer l'authenticité de la vidéo, les avocats ont débattu de la légalité de sa diffusion, mais rien de tout cela n'avait d'importance pour un public désespérément en quête de réponse. La vidéo était réelle, les aveux étaient réels, et les conséquences ont été immédiates. Les réseaux médiatiques ont coupé les liens, les contrats de parrainage se sont effondrés leurs visages, qui figuraient autrefois sur des produits dérivés des boîtes à lunch, des affiches et des objets de collection, ont été retirés des rayons des magasins du jour au lendemain. Une purge culturelle a commencé, comme si l'effacement de leurs images pouvait en quelque sorte effacer l'horreur de ce qui avait été révélé. Dans la dernière vidéo intégrale publiée par le tribunal, après que la fuite est devenue virale, rendant impossible le maintien de la confidentialité des informations, la voix de Rick est faible, ses mains tremblent, alors qu'il agrippe la table devant lui. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-il dit. Nous nous sommes disputés, c'est devenu moche. Frank, il a dit des choses. Il a menacé de rendre l'affaire publique. Il a menacé de nous entraîner tous dans sa chute. Nous avons paniqué, nous. Nous ne voulions pas que cela arrive. » Mike était assis fixant le sol, les larmes coulant silencieusement sur son visage. « C'était notre frère, » dit Mike. « Nous l'aimions, mais l'amour ne peut pas guérir la peur. » La salle d'audience est restée silencieuse pendant que les deux manias de la télé-réalité s'effondraient sous leurs yeux. Selon des documents judiciaires déclassifiés en même temps que la vidéo, Frank était en effet prêt à rendre publiques des informations compromettantes concernant les malversations financières de Rick et Mike, les transactions qui ont permis de se débarrasser de lui, les bénéfices détournés dans son dos, les contrats publicitaires qui ont utilisé son image sans son consentement. La nuit où Frank a disparu, Rick et Mike l'ont rencontré sous prétexte de réconciliation. Ils avaient prévu de négocier pour l'apaiser, voire de le soudoyer pour qu'il se tienne tranquille, mais les choses ont dégénéré. Les mots se sont transformés en cris. Les cris se sont transformés en bousculades. Un coup a été porté. Frank est tombé, et comme il ne s'est pas relevé, la panique s'est installée. Au lieu d'appeler à l'aide, au lieu d'admettre leur erreur, ils se sont enfuis. La mort de Frank n'a été ni rapide ni douloureuse. Selon les médecins légistes, la blessure qu'il a emportée
aurait pu être sauvée si elle avait été soignée immédiatement, mais personne n'est venu. Au lieu de cela, il était resté seul, trahi par les personnes en qui il avait le plus confiance. Dans la vidéo qui a fait l'objet d'une fuite, ni Rick ni Mike n'ont essayé de rejeter la faute sur les autres. Ils ne l'ont pas nié. Ils se sont effondrés et ont tout avoué. La réaction à la fuite a été rapide et dévastatrice. D'anciens collègues et amis de Frank se sont exprimés dans les médias déplorant non seulement sa mort, mais aussi la trahison de deux hommes qu'ils considéraient autrefois comme faisant partie de leur famille. Les fans ont organisé des commémorations virtuelles et les magasins d'antiquités de tout le pays qui se targuaient autrefois de leurs liens avec American Pickers et Pawn Stars ont retiré du jour au lendemain les photos dédicacées et le matériel promotionnel. Les retombées ont été totales et méritées, mais la vidéo a laissé des questions. Comment les choses ont-elles dégénéré si rapidement? Y avait-il un motif plus profond, plus sombre? D'autres personnes dont les noms n'ont pas encore été révélés étaient-elles impliquées? La procédure judiciaire tentera de répondre à ces questions dans les mois à venir. Mais pour beaucoup, l'image de Rick et Mike dans cette salle d'audience, leurs visages ravagés, leurs corps affaissés par la culpabilité, a été une réponse suffisante. Frank Fritz n'était pas seulement mort. Il a été réduit au silence effacé, et dans ce silence, Rick et Mike ont construit leur empire de plus en plus haut, de plus en plus riche, jusqu'à ce qu'il s'écroule sur eux. Ce n'était pas un accident. Cette trahison était écrite bien avant que Frank ne touche le sol. Dans le prochain épisode, nous irons dans la salle d'audience retraçant chaque étape de cette audience fatidique minute par minute, témoin par témoin, découvrant la véritable histoire de la transformation d'un rêve de télé-réalité en un cauchemar diffusé aux yeux du monde entier. Car si les aveux ont été saisis dans un moment choquant, la vérité est bien plus profonde que ce qu'un clip de 30 secondes peut révéler. Le jour de l'audience, le ciel est couvert, comme si même le ciel était en deuil de ce qui allait se passer. Des heures avant l'aube des foules, on commençait à se rassembler à l'extérieur du palais de justice, certains brandissant de simples pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Frank ». D'autres portaient de vieux pickers américains et des souvenirs de Pawn Stars qui étaient devenus des symboles de trahison plutôt que d'admiration. À l'intérieur, l'atmosphère est tendue, la sécurité doublée et triplée. Les journalistes se pressent dans les couloirs cherchant désespérément à apercevoir Rick Harrison ou Mike Wolf. La salle d'audience elle-même a été bouclée, seuls quelques journalistes membres de la famille et fonctionnaires de la cour étant autorisés à entrer. Les téléphones et les appareils d'enregistrement sont interdits. À 9 h précise, le greffier annonce l'audience. La juge, une femme sévère qui a présidé des dizaines d'affaires très médiatisées, s'assied avec la dignité réservée au procès qui change la vie. Sa voix est calme, mais le poids de ses paroles est indéniable. Tout le monde savait que cette affaire était différente. Il ne s'agissait pas seulement d'un décès, mais de l'effondrement d'une légende, de l'exposition d'une noirceur cachée derrière des années de sourires et de poignées de main soigneusement chorégraphiées. Rick Harrison, entre le premier, le visage pâle, les lèvres serrées en une ligne droite. L'arrogance qui avait fait de lui un personnage incontournable de la télévision pendant plus d'une décennie avait disparu. À sa place, un homme creux dépourvu de charme, avec seulement les faibles défenses d'un homme qui savait qu'il avait tout perdu avant le début du procès. Mike Wolf suivait de près. Si Rick était une coquille, Mike était un ouragan contenu. Ses mains s'agitent, sa mâchoire se serre et se desserre toutes les secondes. Il jette un coup d'œil vers le fond de la salle où la famille de Frank Fritz est assise, les visages marqués par le chagrin et la sombre détermination. L'accusation n'a pas perdu de temps. Leurs déclarations préliminaires étaient froides et passionnées, conçues non pas pour faire du sensationnel, mais pour présenter les événements de manière claire et impitoyable. Ils ont établi une chronologie, les derniers jours de Frank, les disputes financières, les réunions secrètes, la nuit de l'affrontement. Ils ont brossé le tableau de deux hommes qui, face à la menace d'être démasqués, ont choisi de réduire au silence le seul homme qui aurait pu renverser tout ce qu'ils avaient construit.
La défense a tenté de présenter l'affaire comme un accident tragique provoqué par des émotions et des années de stress. Ils ont présenté Rick et Mike non pas comme des meurtriers, mais comme des hommes ayant commis une erreur terrible et irréparable dans le feu de l'action. Ils se sont fortement appuyés sur le casier judiciaire vierge de leurs clients, sur leurs activités caritatives et sur leur image publique. Mais le poids des preuves et des aveux était trop important pour que les avocats les plus compétents puissent en venir à bout. Les dépositions des témoins ont constitué un tournant majeur du procès. La première est une experte comptable qui a travaillé en étroite collaboration avec Frank au cours des derniers mois de sa vie. Elle a affirmé que Frank avait découvert de graves irrégularités financières. Des millions de dollars étaient acheminés par l'intermédiaire de sociétés écrans et de comptes offshore à son insu et sans son approbation. Son témoignage a révélé un motif qui ne découlait pas seulement d'un conflit personnel, mais aussi d'une ambition financière impitoyable. Vient ensuite la sœur de Frank. Elle s'est présentée à la barre les mains tremblantes, mais la voix ferme. Elle a lu à haute voix les SMS que Frank lui avait envoyés dans les semaines précédant sa disparition, remplis de peur de trahison et d'un sentiment de malheur imminent. « Ils vont te tuer », disait l'un d'eux, « vous en savez trop ». Lorsqu'elle a terminé, personne dans la salle ne retenait ses larmes. L'accusation a ensuite montré les images de la caméra de surveillance d'un voisin la nuit où Frank a disparu. L'image était floue, pas aussi nette qu'un film hollywoodien, mais suffisamment claire pour distinguer deux silhouettes qui s'approchaient de la maison de Frank dans l'obscurité. L'une chauve, l'autre grande et mince. Les deux accusés, assis en silence à la table de la défense, n'osant pas lever les yeux. L'avocat de Rick a tenté d'écarter les images en les considérant comme des preuves indirectes, mais le juge a catégoriquement rejeté sa demande. Alors que le dossier de l'accusation se renforçait comme une marée montante, il restait à la défense une dernière manœuvre risquée. Laisser Rick et Mike parler d'eux-mêmes. C'était un pari, et il a échoué lamentablement. Rick fut appelé en premier. Il se leva lentement, ses pas faiblissant à mesure qu'il s'approchait d'un abîme inévitable. Après avoir prêté serment, il s'est assis, et la salle d'audience est devenue silencieuse. Le seul son est celui du stylo d'un journaliste qui gratte un papier dans un coin. La voix de Rick tremble lorsqu'il raconte cette nuit fatidique. Il a admis qu'ils avaient affronté Frank en désespoir de cause poussé par la colère, l'orgueil et la peur. Ils se sont disputés puis battus, et puis il a dit la vérité la plus cruelle. Ils avaient laissé Frank blessé, et seul préférant la conservation à l'humanité. Je l'ai juste. Je l'ai laissé là, s'étrangle Rick, les larmes aux yeux, le visage déformé par le remords. Le témoignage de Mike est encore plus douloureux. Au début, il ne pouvait pas parler. Ses épaules tremblent, son corps s'effondre sous le poids de sa culpabilité. Quand il a enfin parlé, sa voix était à peine un murmure. « Nous pensions que si nous partions, cela s'arrêterait », a déclaré Mike. Mais ce n'est pas le cas. Il s'est développé jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce que nous ne puissions plus vivre avec lui. Le juge, bien que stoïque, semble ému par la nudité des aveux. L'atmosphère de la salle d'audience était lourde d'électricité, s'infiltrant à travers les murs dans les moindres recoins. Les croquis de la salle d'audience qui ont suivi ont capturé ce moment. Rick et Mike s'effondrent, se confessant non pas avec arrogance, mais avec une défaite totale. Ce n'est pas seulement la douleur de Frank Fritz, mais l'effondrement de la confiance du public dans deux hommes qui ont été des icônes de la télévision. Lorsque l'accusation s'est achevée, il n'a pas été nécessaire de faire un grand discours. Les faits et les aveux parlent d'eux-mêmes. Après un long silence, le juge a annoncé que l'affaire ferait l'objet d'un procès en bonne et due forme, pour meurtre au second degré et conspiration, en vue de dissimuler un décès. La libération sous caution a été refusée. Rick et Mike sont immédiatement menottés. Alors qu'on les emmenait, Rick essaya de se retourner vers les Frank. Ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Mike baisse la tête comme s'il ne pouvait pas affronter le monde qu'il a contribué à détruire. Dehors, la foule s'est rassemblée non pas pour applaudir, mais pour pousser un gémissement bas et brumeux. Certains tenaient des bougies, d'autres restaient immobiles, la tête baissée. La famille de Frank
a publié une brève déclaration remerciant le public et demandant le respect de l'intimité alors qu'elle continue à pleurer son fils, son frère et son ami. Quelque part, Frank Fritz est probablement en train de regarder la justice qui lui a été volée commencer à être rendue. Cette affaire marque non seulement la fin de 2 héritages télévisuels, mais ébranle également la façon dont le public perçoit les émissions de télé-réalité. Dans les jours à venir, les accusations, les peines potentielles et les destins de Rick Harrison et Mike Wolfe derrière les barreaux continueront d'être disséqués. Un système judiciaire souvent critiqué pour favoriser les célébrités s'est montré intransigeant. Rick et Mike ne sont plus des stars, mais des accusés confrontés à un avenir sombre où la justice promet d'être aussi brutale, révélatrice et inoubliable que ce qui s'est passé dans la salle d'audience. Le procureur vétéran de nombreuses affaires très médiatisées a agi rapidement. Quelques jours après les aveux, Rick et Mike ont été officiellement inculpés de meurtre au second degré de complot visant à dissimuler un décès d'obstruction à la justice et de falsification de preuves. D'autres poursuites civiles ont rapidement été engagées par la famille de Frank Fritz et ses partenaires commerciaux, alléguant des années de malversation financière. L'accusation de meurtre au second degré est passible d'une peine maximale de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'accusation de complot, si elle est prouvée, pourrait s'étendre sur des dizaines d'années. Pour 2 hommes d'une 60aine d'années, l'issue potentielle équivalait à une condamnation à perpétuité, même s'ils évitaient la peine la plus sévère. Malgré les aveux dévastateurs consignés dans le dossier, les avocats de Rick et de Mike se sont immédiatement mis en mode survie. Ils ont élaboré une stratégie, non pas pour laver leur nom tâche impossible, mais pour minimiser les dommages, pour sauver le peu de liberté qui leur restait. Dans les heures qui ont suivi, un communiqué de presse de l'équipe juridique a indiqué que les aveux avaient été faits sous le coup de l'émotion sans la présence d'un avocat. Ils ont fait valoir que les actes de Rick et Mike constituaient un homicide involontaire et non un meurtre. Cette distinction est cruciale et pourrait réduire leur peine d'emprisonnement à perpétuité d'une fraction s'ils parvenaient à convaincre le tribunal. L'homicide involontaire implique une négligence plutôt qu'une intention, un accident tragique plutôt qu'un acte intentionnel. Les avocats ont brossé le portrait de 2 hommes paniqués, effrayés, ayant pris de mauvaises décisions, et non celui de tueurs de sang-froid. Ils ont mis l'accent sur le casier judiciaire vierge de Rick et Mike, sur leurs activités caritatives et sur leur rôle de piliers de leur communauté. Des témoins de moralité ont été alignés d'anciens partenaires commerciaux, des admirateurs, voire des parents éloignés, prêts à se porter garant de leur intégrité. L'objectif était d'apporter un peu d'humanité à une image brisée après que la confession soit devenue virale. Il s'agit d'une stratégie classique qui ne vise pas à prouver l'innocence mais à semer le doute sur les motifs et les intentions. Pendant ce temps, les procureurs ont monté leur dossier avec une efficacité impitoyable. Ils ont cité à comparaître des courriels, des SMS et des documents financiers datant de près de 10 ans. Des mandats de perquisition ont été exécutés et ont permis de saisir des disques durs, des notes manuscrites et des coffres-forts contenant des preuves des efforts déployés pour exclure Frank des transactions commerciales. Les conclusions de l'enquête dressent un tableau accablant. Plusieurs courriels échangés entre Rick et Mike font état de crainte que Frank ne devienne fou s'il découvrait l'ampleur de la manipulation financière. Lors d'un échange glaçant, Mike aurait écrit « Nous devons l'abattre avant qu'il ne nous abatte ». La question de savoir s'il s'agissait d'une figure de rhétorique ou d'un plan réel fait l'objet d'un débat acharné parmi les analystes juridiques de tout le pays. L'affaire est devenue de plus en plus complexe, les preuves s'accumulant et les stratégies juridiques des 2 parties s'affinant dans une bataille qui pourrait déterminer non seulement le destin de Rick et Mike, mais aussi la façon dont le public perçoit la justice dans les affaires de célébrité. L'accusation d'obstruction à la justice découle des actions entreprises immédiatement après la mort de Frank. Les images de surveillance, les données de suivi GPS et les enregistrements des téléphones portables montrent que Rick et Mike
se sont trouvés près du domicile de Frank pendant plus d'une heure, après la confrontation bien plus longtemps qu'ils ne l'avaient prétendu au départ. Les équipes médico-légales ont découvert des preuves d'un effort de nettoyage à l'intérieur de la maison de Frank. Les surfaces ont été effacées, les disques durs détruits et des éléments essentiels à toute enquête ont disparu. L'accusation de complot est plus complexe mais tout aussi accablante. Il est allégué que Rick et Mike ont discuté de la possibilité de faire taire Frank dans les jours qui ont précédé la confrontation fatidique. Les procureurs affirment qu'il ne s'agit pas d'un accès de colère passager, mais de l'aboutissement d'une peur, d'une avidité et d'un ressentiment croissant. L'opinion publique était divisée, mais elle s'est rapidement retournée contre Rick et Mike. Les sondages réalisés par les grandes chaînes ont montré que plus de 70% des téléspectateurs estimaient que les deux hommes méritaient la peine maximale. Les fans qui les idolâtraient autrefois ont inondé les médias sociaux de messages de colère, appelant à la justice, à la responsabilité et à une peine de prison proportionnelle au niveau de trahison. Les avocats de Rick et Mike ont toutefois continué à défendre leur version des faits. Ils ont affirmé que Frank était devenu de plus en plus instable au cours de l'incident, citant des messages textuels dans lesquels Frank exprimait des pensées suicidaires. Ils ont affirmé que Rick et Mike essayaient d'aider Frank et non de lui faire du mal, et que la tragédie était le résultat d'un excès d'émotion et non d'un acte délibéré. Ils ont également fait allusion à la possibilité d'une défense fondée sur la santé mentale, arguant que des années de pression, la célébrité et le stress de la télé-réalité ont contribué à une dépression mentale qui a conduit à l'affrontement fatal. Des psychologues ont été appelés à la barre, dont certains étaient prêts à témoigner que Rick et Mike souffraient de symptômes d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique, résultant de leurs années passées sous les feux de la rampe. Le tribunal a prévu une audience préliminaire pour déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour procéder à un procès devant un jury. C'est une formalité, tout le monde sait qu'il y a plus de preuves que nécessaire. La question n'est pas de savoir si Rick et Mike iront jusqu'au procès, mais à quel point il se passera mal. Vont-ils se retourner l'un contre l'autre dans une tentative désespérée d'obtenir une réduction de peine? D'autres sombres secrets seront-ils révélés, des affaires louches, des trahisons secrètes? Peut-être même de nouveaux crimes se cachant sous la surface. Il y a des murmures sur d'autres victimes, des partenaires commerciaux, accusés de fraude des antiquaires, qui affirment avoir été menacés. Des tactiques d'intimidation ont été utilisées d'anciens employés, faisant même allusion à un environnement toxique et abusif, caché derrière les charmants sourires de la télévision. Si Rick et Mike décident de se battre, ils risquent d'entraîner des dizaines d'autres personnes dans leur chute. Mais il existe une autre possibilité, celle d'un accord de plaidoyer. Certains experts juridiques pensent que les avocats de Rick et Mike cherchent à conclure un accord secret offrant une coopération totale en échange d'une peine plus légère. S'ils peuvent fournir des informations sur d'autres personnes impliquées ou révéler des scandales plus importants encore cachés au public, ils pourraient éviter la prison à vie. Leurs aveux ont détruit leur carrière, leur réputation et leur famille. Aucune chaîne de télévision ne les a plus jamais touchés. Aucune convention d'antiquaires ne les accueillera plus jamais. Ils sont devenus de terrifiants récits d'avertissement sur la façon dont la célébrité, mêlée à une ambition débridée et à la trahison, peut tourner à la tragédie. Et en filigrane, il y avait le souvenir de Frank Fritz, un homme qui aimait la route, qui trouvait sa joie dans les trésors oubliés de l'Amérique, qui faisait confiance à ses amis, jusqu'à ce que cette confiance devienne sa perte. Quelles que soient les manœuvres juridiques tentées, quelle que soit l'habileté des avocats ou la sympathie des jurés, une vérité ne pourra jamais être effacée. Frank n'est plus, et rien de ce que peuvent faire Rick Harrison ou Mike Wolf ne pourra le ramener. Dans le prochain épisode, nous explorerons les derniers jours de la vie de Frank Fritz, tels qu'ils ont été révélés par les enquêteurs. Les nouvelles preuves qui apparaissent, les détails poignants de ces derniers instants, et le portrait effrayant de la trahison que les enquêteurs ont reconstitué après des mois de travail minutieux. Car si les ramifications juridiques ont scellé le destin de Rick et Mike, les ramifications émotionnelles, le coût humain dévastateur de leurs actions,
entreront à jamais toutes les personnes impliquées. On dit souvent que le recul révèle des vérités que l'on n'était pas prêt à affronter. Dans le cas de Frank Fritz, ce vieux dicton s'est avéré douloureusement vrai. Dans les mois qui ont suivi les aveux de Rick Harrison et Mike Wolfe, les enquêteurs ont minutieusement reconstitué les derniers jours de Frank, dressant un portrait obsédant de la trahison, de l'isolement et d'un homme qui savait que son monde s'écroulait plus vite qu'il ne pouvait le maintenir. Frank n'a jamais été un poseur. Malgré des années d'apparition à la télévision nationale, il a conservé un mode de vie modeste. Il vivait dans une maison de l'Iowa, loin des lumières d'Hollywood ou de Las Vegas. Son monde tournait autour des plaisirs simples des foires d'antiquités, des restaurants locaux, des promenades en moto sur des chemins de terre. Il n'a jamais été intéressé par la machine de la célébrité que Rick et Mike ont adoptée. Pour Frank, l'amour a toujours été une question de choix, pas de fondation. Pourtant, c'est cette simplicité, cet engagement inébranlable en faveur de l'authenticité, qui a peut-être fait de lui une menace pour l'empire grandissant que ses anciens amis cherchaient désespérément à protéger. Les enquêteurs ont découvert qu'au cours des 3 derniers mois de sa vie, Frank était devenu de plus en plus paranoïaque. De nombreux appels ont été passés à des enquêteurs privés. Frank aurait cru qu'il était suivi. Il a confié à un voisin qu'il pensait que son téléphone était sur écoute. Certains n'y ont vu que les divagations d'un homme stressé. Mais au fur et à mesure que de nouveaux éléments sont apparus, il est apparu clairement que Frank ne se faisait pas d'illusions. Les images des caméras de sécurité des entreprises locales proches du domicile de Frank ont montré des voitures étranges garées près de sa maison à des heures bizarres. Les relevés téléphoniques ont révélé une série d'appels manqués au numéro de Frank provenant de téléphones jetables. Les enquêteurs ont remonté la piste d'au moins 2 de ces appareils jusqu'à des services prépayés achetés à Las Vegas où vivait Rick Harrison. S'agissait-il d'intimidation de surveillance ou d'une campagne psychologique visant à épuiser Frank avant qu'il ne puisse révéler ce qu'il avait découvert? Les preuves indiquent un effort calculé pour maintenir Frank isolé, effrayé et silencieux. Dans ses dernières conversations enregistrées, des messages vocaux laissés à un ami avocat de confiance, le temps de Frank passe du défi à la peur. « Je ne pense plus être en sécurité », dit Frank dans un message qui fait froid dans le dos. « Je pense qu'ils viennent pour moi. Je pense qu'ils ont un plan. » Malgré ses craintes, Frank continue à travailler. Les enquêteurs ont trouvé une mine de documents cachés chez lui, soigneusement organisés et catalogués. Des relevés bancaires, des titres de propriété des courriels, décrivant des transactions commerciales dont il avait été exclu. C'était un trésor de preuves potentielles contre Rick et Mike, assez pour non seulement révéler des malversations financières, mais aussi pour faire dérailler toute leur carrière à la télévision. Frank a commencé à rédiger des lettres à l'intention des chaînes des sponsors et même des agences fédérales, dans l'intention de dénoncer ce qu'il considérait comme des années de trahison et de fraude, mais il n'a jamais eu le temps de les envoyer. Selon les enquêteurs, Frank avait prévu de rencontrer un éminent journaliste qui avait dénoncé la corruption dans l'industrie du divertissement. Ce rendez-vous était prévu pour le lendemain matin de la confrontation fatidique. Frank ne s'est jamais présenté. La chronologie est brutale dans ses détails. Le soir de sa mort, Frank a été vu vivant pour la dernière fois vers 19h, alors qu'il allait chercher un plat à emporter dans un restaurant local. Les images de surveillance le montrent souriant au caissier portant un sac de nourriture dans la nuit fraîche. Rien d'inhabituel, aucun signe de peur, aucun sentiment que la nuit se terminerait en tragédie. Vers 20h15, la caméra de surveillance d'un voisin enregistre l'arrivée de 2 véhicules correspondant aux descriptions du SUV de Rick et de la camionnette de Mike. Ils se sont garés à proximité de la maison de Frank et s'en sont approchés à pied. Avec Tétanage 2. La même caméra a enregistré les 2 véhicules, quittant précipitamment les lieux. Dans les heures qui ont suivi, la maison de Frank est restée sombre, son repas intact sur la table de la cuisine. Son téléphone a sonné plusieurs fois, y compris celui de la journaliste qu'il avait convenu de rencontrer. Personne ne répond.
Lorsque les enquêteurs sont finalement entrés dans la maison, la scène était macabre. Les signes de lutte étaient évidents. Une chaise renversée, une lampe cassée, une tache de sang visible sur le parquet. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y avait aussi des preuves d'une tentative de nettoyage. Les surfaces ont été essuyées. Les objets ont été réarrangés à la hâte pour dissimuler les traces de violence. Des analyses médico-légales ont ensuite révélé de faibles traces de l'ADN de Rick et de Mike sur des objets disséminés dans la maison. Le rapport du médecin légiste a conclu que Frank était mort d'un traumatisme crânien contondant correspondant à une chute ou à une agression. Le rapport indique également que si Frank avait reçu des soins médicaux immédiats, il aurait probablement survécu. Il n'est pas mort sur le coup, il a souffert, il a attendu, et personne n'est venu. La preuve la plus obsédante a été trouvée dans le salon de Frank. Un petit magnétophone portable cassé mais récupérable. Il s'agit d'un enregistrement de l'affrontement final. Si certains passages sont difficiles à déchiffrer, certaines phrases sont suffisamment claires pour faire froid dans le dos. Vous pensez pouvoir nous détruire, hurle une voix identifiée comme étant celle de Rick. Une autre voix, celle de Mike, suivie d'une bagarre, d'une forte détonation, d'un long silence angoissant. L'enregistrement se termine brusquement. Les enquêteurs pensent que Rick et Mike ne savaient pas que le magnétophone était en marche. Il a enregistré leurs crimes en temps réel, scellant leur destin bien avant leurs aveux au tribunal. Les derniers jours de Frank n'ont pas été marqués par la paix ou la réconciliation, mais par la quête incessante de la vérité, par un homme qui s'est rendu compte trop tard du danger qu'il courait. Il n'a pas seulement été victime de la violence, il a été victime de la trahison. Un homme qui croyait en une fraternité de rêves partagés s'est transformé en une menace qu'il fallait éliminer. Après la mort de Frank, sa famille et ses amis ont créé une fondation à son nom, destinée à soutenir les victimes de trahison, d'exploitation financière et de corruption sur le lieu de travail. Ils ont juré que l'héritage de Frank ne serait pas défini par la tragédie de sa mort, mais par la force et l'intégrité avec lesquelles il a vécu. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivent leur travail examinant minutieusement chaque aspect des transactions commerciales de Rick et Mike, déterminés à révéler toute l'étendue de leurs méfaits. Car si les derniers jours de Frank sont passés, les retombées pour les responsables ne font que commencer. Dans le prochain épisode, nous explorerons le séisme culturel provoqué par la chute de Rick et de Mike, la façon dont les fans, les médias et même les anciens amis ont réagi à la trahison, et comment des stars autrefois bien aimées sont devenues des exemples à suivre pour toute une génération. Car lorsque la vérité éclatera enfin, elle ne mettra pas seulement fin à 2 carrières, elle changera tout. La réaction du public aux plaidoyers de culpabilité de Rick Harrison et de Mike Wolf a été plus qu'indignée et ne s'est pas limitée au cycle typique de scandales et d'excuses qui suit souvent la chute de personnalités de premier plan. Ce qui a suivi leur effondrement dans la salle d'audience était quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond. Il s'agissait d'un tremblement de terre culturel, d'une prise de conscience collective soudaine que les visages que les Américains avaient invités chez eux pendant plus d'une décennie étaient capables d'une trahison innommable. Dans un premier temps, la réaction a été l'incrédulité. Dans les heures qui ont suivi la fuite de la vidéo, les médias sociaux ont explosé dans une frénésie de spéculation. Était-ce vraiment vrai? La vidéo avait-elle été retouchée? Les fans se sont désespérément accrochés à l'idée qu'il devait y avoir une erreur. Rick et Mike n'étaient pas censés être des méchants, ils étaient censés être racontables, accessibles, presque une famille. Mais au fur et à mesure que les déclarations officielles étaient publiées, que les documents judiciaires confirmaient les aveux et que les journalistes reconstituaient l'horrible vérité, le déni a cédé la place à la dévastation. Tous les grands médias ont couvert l'affaire. Des séquences spéciales ont été consacrées à l'ascension et à la chute de Rick et Mike. Des fans de longue date ont donné des interviews pleines de larmes, racontant combien l'émission avait compté pour eux, combien l'esprit de Rick et l'enthousiasme de Mike avaient été un réconfort dans les moments difficiles. Aujourd'hui, ce confort a été entaché, cette confiance brisée.
TikTok est devenu un foyer de réactions émotionnelles brutes. Les utilisateurs publient de vieux clips de prêteurs sur gage et de rabatteurs américains, analysant chaque regard, chaque sourire, chaque petite confrontation pour y déceler les signes d'une noirceur cachée. Ce qui ressemblait autrefois à une plaisanterie entre amis prend aujourd'hui un ton de chai servile. Des comptes entiers de fans autrefois dédiés à l'hommage aux stars se sont transformés du jour au lendemain en pages commémoratives de Frank Fritz, pleurant un homme trahi par les personnes en qui il avait le plus confiance. YouTube a explosé de vidéos, de commentaires. Les enquêteurs amateurs et les journalistes professionnels ont fouillé dans le passé de Rick et Mike, découvrant des procès oubliés depuis longtemps, des allégations chuchotées de pratiques commerciales douteuses et des anecdotes d'anciens employés décrivant une culture toxique de cupidité et de tromperie. Ces révélations n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu, convainquant de nombreuses personnes que la mort de Frank Fritz n'était pas un accident tragique, mais la conséquence inévitable d'une ambition incontrôlée. Même Hollywood s'en est rendu compte. Les animateurs de talk-show de fin de soirée, d'abord prudents par respect pour les Franks, ont rapidement commencé à se moquer de Rick et Mike dans des monologues cinglants. Les satires dépeignent le couple comme des méchants de dessins animés, leurs personnalités autrefois adorables, étant transformées en caricatures d'égoïsme et de cruauté. La télé-réalité autrefois considérée comme une forme inoffensive de divertissement fait l'objet d'un nouvel examen minutieux. Les réseaux se sont empressés de revoir les contrats, de contrôler leurs stars et d'appliquer une surveillance plus stricte. Les grandes marques qui s'étaient associées à Rick et Mike n'ont pas tardé à couper les ponts. Les centres commerciaux ont retiré les bannières à leur effigie. Les boutiques de souvenirs ont retiré de leurs rayons les articles signés. Les ventes aux enchères qui annonçaient fièrement des articles choisis par Mike Wolf ou évalués par Rick Harrison ont discrètement changé de nom, s'efforçant le plus rapidement possible de se distancer du scandale. Et puis, il y a eu les réactions personnelles. Les collègues du monde des Antiquités ont exprimé leur chagrin et leur colère. Certains se sont souvenus des moments où Frank leur avait confié qu'il se sentait mis à l'écart et que la tension montait dans les coulisses. Beaucoup ont admis qu'ils avaient ignoré ces préoccupations à l'époque, pensant qu'il s'agissait des frictions normales d'un partenariat à long terme. Aujourd'hui, ils sont en proie au regret, se demandant s'ils auraient pu faire quelque chose, dire quelque chose, pour empêcher la tragédie. Quelle que soit l'orientation du débat, un fait reste indéniable. La trahison n'était pas seulement personnelle, mais aussi culturelle, une rupture de confiance entre les célébrités et le public qui a laissé de profondes cicatrices. L'histoire de Frank Fritz est devenue emblématique, un récit édifiant sur la loyauté, l'ambition et le coût humain d'un ego incontrôlé. Son image qui reposait autrefois tranquillement aux côtés de celle de Mike sur de vieilles pochettes de DVD est désormais isolée, rappelant ce qu'il en coûte de sacrifier l'amitié sur l'autel de la cupidité. Pendant ce temps, Rick et Mike sont restés dans l'expectative, leur silence public ne faisant qu'accentuer la colère de la population. Les experts juridiques ont spéculé sur leur chance au procès, mais dans le tribunal de l'opinion publique, le verdict était déjà connu. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce voyage à la découverte de ces secrets choquants. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes. Nous reviendrons avec d'autres vérités choquantes. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.